Les Béninois sont appelés aux urnes dimanche prochain, dimanche 11 avril 2021, pour les 7e élections présidentielles après l'avènement du renouveau démocratique. Ces élections interviennent après une longue liste de réformes politiques. On peut citer l'adoption du système partisan, l'adoption du nouveau code électoral, la révision constitutionnelle avec l'institution du parrainage, disposition, en tout cas polémique, contestée, surtout contestée par l'opposition politique, qui également refuse l'une des conséquences de ces réformes, et bien sûr opérées au plan politique, cette conséquence justement qui constitue la prorogation du mandat du chef de l'État, puisque certaines dates par rapport à la tenue des élections, mais également l'investiture, ont été décalé. Cela fait aujourd'hui objet de contestation avec ces soulèvements et actes de vandalisme notés mardi dernier dans quelques zones du pays. Ensuite, la campagne électorale en cours poursuit également et bien sûr va se refermer dans quelques heures. L'un des défis à propos donc de ce scrutin, c'est le taux de participation. Les acteurs politiques en sont conscients, à partir d'ailleurs du président candidat Patrice Talon, qui au cours de sa tournée lors de la campagne électorale insiste sur la participation. Rappelez-vous qu'en 2019, suite aux tensions électorales, en tout cas tensions politiques, la participation a été très faible, 22% selon la CENA, ensuite 27% selon la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi et que les Béninois s'intéressent réellement aux opérations de vote dimanche prochain? Notre invité va se prononcer sur la question, entre autres également, nous allons évoquer cette question de prolongation du mandat présidentiel. Il va donner son point de vue sur les actes de vandalisme constatés mardi dernier. Il s'agit de M. Guédou, Raoul Fortuné. Guédou, vous êtes deuxième vice-président du réseau des ambassadeurs du Bénin révélé, c'est bien cela. Vous êtes également enseignant des lycées techniques agricoles, acteur du développement local, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, pour ne citer que, bien sûr, ces titres-là. Bonjour, monsieur Guédou. Bonjour à vous. C'est un plaisir pour nous donc de partager avec vous sur ce plateau. Alors, plaisir partagé, évidemment. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, vous avez assisté, comme tous les Béninois en tout cas, mardi dernier, à ces actes de vandalisme, de soulèvement, de contestation, l'opposition politique radicale qui dit non à la prolongation du mandat du chef de l'État. Ceci s'avère il est donc une date butoir. Quelle est votre réaction à propos de tout ce à quoi on a assisté ce mardi? Merci à vous. Ma première réaction est une question. La question est celle-ci. Une opposition que nous disons radicale qui demande au chef de l'État en fin de mandat de partir. S'il s'en va, le pays sera entre les mains de qui à l'étape actuelle? Ma première réaction est celle-là. Pour bien faire les choses, est-ce qu'il faut que le chef de l'État en place s'en aille? S'il s'en va, comme l'opposition radicale le demande, le pays sera entre les mains de qui? Dans toute société, pour bien faire les choses, on s'organise. On s'organise. La prorogation du mandat de l'actuel chef de l'État, je crois que ça a été vraiment concerté. Les mêmes acteurs politiques l'avaient souhaité parce qu'ils avaient déjà commencé par demander que les dépenses que l'État engage en période électorale, ces dépenses-là sont énormes. On peut faire beaucoup d'économies sur ces ressources-là pour construire le pays. Ça sert à quoi d'investir des milliards chaque année ou presque tous les 2 ans pour dire qu'on est en train d'organiser des élections? Et si en une fois on organise toutes les élections, est-ce qu'on ne va pas faire des économies pour le pays? La prorogation du mandat est venue par ce fait. Ensemble, nous avons souhaité qu'on fasse des économies pour le pays. Donc, il vaut mieux s'arranger pour organiser toutes les élections en un seul tenant pour faire des économies. Et pour le faire, quelles sont les élections qu'on organise? Les élections municipales et communales, les élections législatives et les présidentielles. La présidentielle qui est une élection majeure.
une élection majeure. Les élections communales et municipales sont des élections de proximité, au fait. Ces élections-là, il faut voir le mandat des acteurs de ces élections communales et municipales, et les acteurs des élections législatives, voir comment reprogrammer leur mandat sur un exercice pour que, pour les élections présidentielles, on puisse faire un bloc et organiser toutes les élections d'un seul trait. Je crois que c'est pour cela que pour les élections, pour les maires et conseillers communaux actuellement en place, on a estimé qu'il vaut mieux rallonger leur mandat sur 6 ans pour permettre de rattraper les élections présidentielles à venir, pas celles qui se tiennent cette année, pour rattraper les élections présidentielles de 2026. Et pour ça aussi, pour les députés actuels, il faut raccourcir leur mandat pour que on puisse rattraper sur les élections présidentielles à venir. Vous constatez avec moi que la prorogation se fait au niveau du mandat du chef de l'État, mais cette même prorogation s'observe au niveau des conseillers communaux et municipaux. Vous constatez avec moi. Mais pourquoi est-ce que nous ne crions pas, il ne doit pas avoir de prorogation pour les conseillers communaux et les conseillers municipaux? Pourquoi est-ce que nous ne crions pas qu'il ne doit pas avoir de raccourcissement de mandat pour les députés? Et c'est pour les élections présidentielles que nous crions. La prorogation, là, je crois que tous les acteurs politiques l'avaient souhaité, même ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition dite radicale avaient commencé par souhaiter ça. C'est d'ailleurs eux qui avaient lancé la balle, que l'actuel chef de l'État a saisi, puisque l'État a une continuité, pour poursuivre les réflexions. Et ensemble, les acteurs politiques ont décidé qu'il faut cette prorogation. Et dans toute société qui se veut responsable, dans toute société, c'est dans le dialogue qu'on construit. C'est le dialogue qui construit une nation. On s'est réunis, on s'est entendus. Ceux qui demandent à l'actuel chef de l'État de partir parce qu'il a fini son mandat, bien, évidemment, on suppose qu'il n'est plus là. Il a fini le mandat, il n'est plus là. Normalement même, son mandat prend fin le 5 avril, a pris fin le 5 avril. Mais c'est à partir normalement de ce temps, de cet instant, qu'il doit aller présenter aux populations ce qu'il a fait. Vous m'avez confié le pays pour 5 ans. Voilà, je suis à la fin du mandat. Voilà ce que j'ai pu faire. Et c'est ce il me semble que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est actuellement sur le terrain en train de demander, voilà ce que j'ai pu faire. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore? Mais actuellement, sur le terrain, ce n'est pas un bilan juridique. Non, mais c'est plutôt pour un second mandat. Il est à la quête d'un second mandat. Oui, normalement c'est comme ça que ça devrait être. C'est quand il a fini le premier mandat que le peuple doit examiner ce qu'il a fait. Alors, il est sur le terrain en train de demander, voilà ce que j'ai pu faire. Il y a un vrai débat juridique sur la prolongation, les 45 jours. Qu'est-ce qu'il a acté de façon constitutionnellement parlant? Qu'est-ce qui justifie cela? Vous avez expliqué, quand on explique, ça se comprend. Mais ces 45 jours-là, puisque apparemment, c'est comme si aucun acte juridique ne l'explique. Non, c'est ceux qui disent qu'aucun acte juridique ne l'explique ne sont pas allés lire la nouvelle Constitution. Ne sont pas allés lire la nouvelle Constitution et tous nos tests législatifs, ceux qui disent... Que dit alors la Constitution concrètement sur ces 45 jours? Vous me permettrez de ne pas aller dans ce débat pour ouvrir d'autres débats. Vous me permettrez d'ouvrir d'autres débats. Puisque vous en parlez, vous en avez fait allusion. Que les amis, que tout le monde, que tout le peuple aille juste consulter ce que les tests disent. Et puis si quelqu'un veut qu'on fasse le débat, on pourra faire le débat. Je ne voudrais pas ouvrir ce champ actuellement, que ceux qui voudraient... Parce que les juristes, les constitutionnalistes même, se contredisent sur la question. Ils se contredisent. C'est un débat tellement scientifique. Ils se contredisent, les constitutionnalistes se contredisent. Au fait, nous sommes tous
humain, nous avons tous la raison. Si nous voulons vraiment raisonner, nous avons tous la raison. Et chacun reste dans le camp qu'il veut. D'accord. Le camp de la raison, c'est le camp le meilleur. Et c'est dans ce camp que moi, je voudrais inviter tout le monde à rester. Le camp de la raison. Et c'est quoi, c'est où ce camp-là? Le camp de la raison, c'est le camp de nos tests. Le camp de nos tests, le camp de tous ceux qui se sont réunis pour voir qu'il faut réorganiser les choses, pour faire plus d'économies pour le pays. Alors, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu une concertation autour de ce qu'il faut aller à des élections générales. Ça a été le choix de la classe politique. Est-ce que lors de l'opérationnalisation ou même de la constitution, de l'élaboration de ces lois et de ces réformes-là, est-ce qu'il y a eu suffisamment de dialogue, de concertation est-ce que ce n'est peut-être pas cela qui a conduit aujourd'hui à la situation actuelle, puisque l'opposition radicale, est-ce que l'opposition radicale avait été vraiment écoutée lors de l'opération c'est pas trop la législation de ces lois et autres? Bon, je vais vous surprendre encore. Parce que si tel a été le cas, peut-être qu'on ne serait pas là maintenant à contester ou... Non. Est-ce que tous les acteurs ont été réellement associés? Tous les acteurs ont été associés. Ce sont des réformes politiques, mais je réponds du coup que tous les acteurs ont été associés. Tous les acteurs ont été associés. Si je dis que je ne veux pas participer, on m'invite pour quelque chose. On me dit de venir travailler pour construire ma maison. Le chef de famille me demande de venir, puisque le pays est comme une famille. Le chef de famille me demande de venir, qu'on réfléchisse ensemble à comment construire la famille. Je dis non, moi je suis occupé à autre chose. Non, ta tête ne me plaît pas, je ne veux pas discuter avec toi. Et du coup, si je me soustrais de moi-même, ce que tous les autres de la famille, qui veulent du bien de la famille, du coup, ce que ceux-là vont retenir pour la famille, ça va s'imposer à toi qui as décidé de te soustraire. C'est ça. Donc, tout le monde a été associé. Seuls ceux qui n'ont pas voulu partager les idées avec les autres acteurs se sont soustraits. Et je veux ajouter ceci. Et je ne sais pas. Nous avons ensemble, tout le peuple, a désigné quelqu'un pour gouverner le pays, pour 5 ans. Je crois que pendant ces 5 ans, tout le monde doit s'accorder à accompagner celui-là. Si nous voulons du bien du pays, tout le monde doit s'accorder à l'accompagner. Et si éventuellement, je ne suis pas... Je viens. Si éventuellement, je ne suis pas d'accord pour aller avec lui, mais est-ce que cela m'autorise à aller chercher à détruire? Puisque c'est ça. À détruire ses idées, à détruire ce qu'il fait. Puisqu'il a dit, celui qui est au pouvoir, celui que le peuple a élu a dit, si vous m'élisez pour les 5 ans là, je ferai si. Il avait commencé déjà par dire, si vous m'élisez, mon premier chantier sera de retoucher la Constitution. Mon second chantier sera de réaliser suffisamment d'infrastructures. Il a dit tout ce qu'il est en train de faire, c'est des choses qu'il avait déjà présentées au peuple. Et c'est sur cette base que le peuple l'a élu. Même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, par respect pour ce peuple qu'il a désigné pour lui confier sa destinée, par respect pour ce peuple, nous devons soit l'accompagner, soit dresser les bras croisés et l'observer. Au bout du compte, faire le bilan avec le peuple. Ce n'est pas chercher à détruire ce que celui-là a fait. Si mes efforts pour construire, pour ma famille, vous tenez à détruire ces efforts-là, qu'est-ce que vous pourriez attendre de moi, mon ami? D'accord. Voilà. Et alors, on ne va pas ces s'entendre. événements du mardi, les actes de vandalisme observés... C'est malheureux et c'est heureux aussi que ce soit seulement dans certaines régions, dans certains coins isolés. Je dis c'est malheureux pour ces acteurs qui sont manipulés, ces jeunes qui sont instrumentalisés. Je me suis demandé, est-ce que ceux-là savent que c'est de leur responsabilité qu'il s'agit? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? J'ai vu par endroits, même partout, j'ai vu les forces de l'ordre rester très calmes, très professionnelles. Les gens se trompent.
ils sont restés professionnels, ils sont en train de réunir suffisamment d'éléments pour appréhender le moment venu ceux-là qui se sont attaqués au bien des gens. Vous savez, lorsque c'est votre bien propre que vous cherchez à détruire dans une société, les gens de votre voisinage viennent forcément vers vous pour demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe. Lorsque c'est votre propre bien, hein, ce que vous avez réalisé par vos efforts, même si c'est pour ça, les gens viennent vous interroger. Mais quand pourrait-il être du bien de quelqu'un d'autre, d'un privé? Mon bien, ce que moi j'ai réalisé, vous levez pour venir casser. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous autorise à ça? Et au-delà de ça, ce qui appartient à tout le monde, à toute une communauté, vous levez, vous venez détruire. Et ça là, ça me gêne que certains acteurs politiques applaudissent. Ceux-là, on dit qu'ils sont de l'opposition radicale. L'opposition là, c'est pour détruire le pays ou bien c'est pour construire. Le combat politique, ma question, pour moi-même et pour tous ceux qui nous suivent, le combat politique là, est-ce que c'est pour construire ou pour détruire? Le combat politique de ces opposants-là, qui crient ci et ça, qui crient ici et là, est-ce que leur combat politique là, le combat politique pour ceux-là signifie qu'il faut détruire? C'est pour détruire le pays qu'ils sont en train de mener leur combat? Mais là, c'est grave. Ça veut dire que ceux-là n'aiment pas le pays. Le combat politique doit servir à construire le pays. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes de sortir dans la nature pour casser. Mais on ne voit pas ces politiciens sur le terrain. Oui, justement, on ne les voit pas. Est-ce qu'ils sont contre ce que ces jeunes-là font? S'ils étaient contre, ils seraient les premiers à aller sur le terrain et dire à ces jeunes, arrêtez, ne faites pas ça. Ils ne sont pas sur le terrain, ils envoient les jeunes au devant. Mais les jeunes seront les seuls. Puisque ceux-là, ils sont calmes chez eux, certains à l'extérieur avec leurs enfants, dans les meilleures écoles, sur nos ressources. Hein. C'est sur nos ressources. Sur les ressources que la sueur de ces jeunes-là a contribué à mobiliser. C'est sur ces ressources que ceux-là font ça. Ils ne savent, même les jeunes-là ne savent pas que la route qui passe, hein, l'école qu'on construit, le marché qu'on construit, hein, le poste de police qu'on bâtit, ces jeunes ne savent pas que c'est leur argent qui a fait ça. Parce que s'ils savaient que c'est leur propre argent, je ne sais pas s'ils iraient faire ce qu'ils sont en train de faire. Heureusement que c'est sur des points isolés du territoire que ça se constate. C'est dommage. Et les combats là vont cesser, mais ceux-là, ils vont souffrir encore pour avoir ces infrastructures. Oui, puisque je dis, mon école n'est pas détruite. Je n'aurai pas de peine à envoyer mes enfants à l'école. Oui. Mon marché n'est pas détruit. Mes soeurs, mes mères, les usagers du marché n'auront pas de peine et vont mener leurs activités dans de meilleures conditions. Voilà. Et que ces jeunes réfléchissent un peu à ce qu'ils sont en train de faire. Certains qui sont achetés, je le dis comme ça, parce que oui, hein, c'est sur de l'argent que certains font ça. Certains qui ne trouvent peut-être pas à manger 2 fois par jour, qui se lèvent, qui vont dans la nature faire ce qu'ils veulent. Il faut occuper les jeunes autrement. Il faut occuper les jeunes. Si les acteurs politiques qui crient, qui envoient ces jeunes-là dans la rue, aimaient ces jeunes, ils devaient les occuper autrement. Les ressources qu'ils mettent à la disposition de ces jeunes pour faire ces choses-là, ils pouvaient prendre ces ressources-là pour construire quelque chose qui va réunir les jeunes pour leur développement. C'est ce que je pense. D'accord. Alors maintenant, on parle de la campagne électorale qui va se refermer dans quelques heures. On a observé quand même une belle ambiance, même si certains pensent qu'il a manqué un peu d'engouement. On a quand même vu le candidat président et sa colistière sur le terrain activement. On a vu également la dynamique RLC Kokwe à Gossa également, sur le terrain animé, le débat. Sans oublier Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompert aussi. Ce n'était pas forcément gagné à l'avance quand on a vu un peu les contestations autour. Donc, après donc, la liste sortie retenue par la Sénat et validée par la Cour constitutionnelle, les duos de candidats
ce débat ou cette polémique de parrainage et tout, on n'était pas forcément parti pour avoir donc une campagne électorale assez riche quand même. Merci pour cet élément aussi. Je vais observer avec vous que voilà une compétition qui est lancée où on définit les critères, où tout le monde, j'ai vu, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que tout le monde a observé, tout le monde, tous les camps étaient d'accord avec ces critères-là pour compétir. C'est ce qu'on a constaté. Si vous avez constaté le contraire, vous le dites, pour qu'on fasse vraiment le débat. Mais pourquoi vous dites que tous les camps étaient d'accord? Tout le monde était d'accord. Parce que quand je prends l'opposition a toujours contesté le parrainage. Non. L'opposition était partie pour aller en compétition. Les critères sont définis. Je veux savoir, est-ce que c'est l'opposition qui doit définir les critères? Est-ce que c'est l'opposition qui doit définir les critères? Mais ils ont toujours contesté le parrainage. Tel que ça a été... discutons vraiment. Est-ce que c'est un camp qui doit définir les critères? S'il vous plaît. Non. C'est tous les camps qui doivent définir les critères. Mais est-ce que tous les camps ont défini les critères? Tous les camps définissent les critères. Je vais vous expliquer. Vous êtes sûr? Oui. Lorsque nous sommes dans le nouveau code électoral, la révision constitutionnelle, l'achat des partis politiques, tous les camps. On a eu un Parlement qui, on ne va pas revenir sur ce débat, la démocratie, fortement acquise, pour ne pas dire complètement, totalement. La démocratie, c'est quoi? La démocratie n'a jamais dit de tenir compte, n'a jamais dit de faire passer en priorité l'avis de la minorité. Non, jamais. C'est toujours l'avis de la majorité qu'on considère, en tenant compte bien sûr de l'avis de la minorité. On a bien tenu compte de l'avis de cette minorité-là. Non, mais est-ce que la minorité existe aujourd'hui? La minorité n'existe plus à l'Assemblée. Ça n'existe pas à l'Assemblée. Je constate qu'il y a une minorité. J'observe les grands groupes politiques sur le territoire. Sur le territoire, j'observe les grands groupes politiques. Je regarde l'Assemblée, je regarde les équipes municipales. Je regarde les autres acteurs politiques sur le terrain. La démocratie, c'est toujours l'avis de la majorité qui est primordial et qui tient compte bien sûr de l'avis de la minorité. Mais la minorité ne peut pas demander à s'imposer à la majorité. La majorité ne va jamais accepter. Jamais accepter. Non, jamais. Donc, on a bien sûr tenu compte de l'avis de cette minorité. Une minorité inexistante. Bon, ça veut dire qu'il y a de majorité partout. Si la minorité n'existe pas. Ça n'a pas été le cas. Mais la majorité est où? C'est une question pour tout le monde. Mais la majorité est où? Moi, je vois une majorité quelque part, une minorité quelque part. Je vois la vie qui passe aujourd'hui. Je considère que c'est l'avis de la majorité. C'est ça qui s'impose à tout le monde. Lorsque la majorité décide, la minorité se plie. C'est comme ça, le respect du jeu démocratique. C'est ça le respect du jeu. Je ne peux pas être, parce que je suis d'un camp, puisque l'avis de mon camp ne passe pas, je dis que non, je ne coopère plus. Vous avez jamais entendu ça quelque part? Dans une famille qu'on veut construire, vous avez jamais entendu ça quelque part? Non. Mais on est tous d'accord que voilà ce que la majorité a décidé. Ok, on se plie, tout le monde s'engage, on sait tous s'engager et au cours du parcours, on se rend compte qu'il y a des critères qui ne nous sont pas favorables. Blanc, on dit non et on ne s'associe plus. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et si nous aimions vraiment ce pays, 5 ans là, ce n'est pas une éternité. Ce n'est pas une éternité. J'observe certains acteurs politiques. Excusez-moi, il y a Joël Aïvo qui a fait tout le tour du pays pour défendre ses idées. Je l'ai vu faire. J'ai observé le pouvoir en place face à lui. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on reproche à celui-là qui est au pouvoir? Mais s'il était un dictateur, il aurait opposé à Joël Aïvo une autre forme de comportement. Mais il a laissé aller partout, s'il vous plaît.
examiner ça. Ce sont ces éléments-là qui doivent nous amener à réfléchir et à conclure. La vérité est où? Je vois un acteur. J'ai vu ces derniers jours un autre homme politique qui est resté à l'extérieur, qui tout le temps a jeté de la pierre à celui qui est là au pouvoir, mais qui a fini par comprendre qu'il se trompait. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est ça. Lorsque, vous savez à qui je fais allusion, lorsqu'un homme se trompe, il doit pouvoir faire le recul et dire, ah, vraiment, je me suis trompé. Et ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, je dis qu'ils sont à l'extérieur, ceux-là que nous appelons exilés politiques. Moi, je les appelle des exilés volontaires. Ils ont voulu rester à l'extérieur. Parce que s'ils voulaient rester chez eux, qu'est-ce qui les empêche de rester chez eux? S'il vous plaît, ces derniers jours, j'ai examiné aussi quelque chose. Hein. J'ai vu une famille là, nous portons un seul et même nom, nous tous, hein, sur le territoire national, béninois. Béninois, c'est notre nom à nous tous. Béninois là, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici, et ce n'est pas seulement eux qui sont là-bas. Mais vous avez votre nom de famille. Moi, mon nom, Guédou. Je ne vais pas accepter que des membres de ma famille, vous ne verrez même pas des membres de ma famille aller dire du mal de ma famille dans une autre famille. Ou bien vous n'observez pas, vous ne menez pas cette... Le lynchage sur la famille. Le lynchage sur... Je vois ces acteurs-là, à l'extérieur, hein, vouloir désagréger, désintégrer le noyau familial. Le noyau familial, c'est ce qui nous unit tous là, c'est le Bénin. Mais lorsque certains vont hors du territoire, crier, Bénin est mauvais, des gens, les Béninois sont mauvais. Puisque même si vous prenez un seul citoyen béninois, même si c'est Talon ou si c'est vous qui êtes là, on comprend pour dire que vous êtes mauvais, c'est le Béninois qui est mauvais. Oui, mais il parle de règlement de compte politique, il parle de justice instrumentalisée, il parle de ci et de ça, non, M. Guédou. Laissez. Vous voyez, les dernières manifestations que moi j'ai vues passer là, je les ai liées un peu à la démission de ce juge. Dans d'autres débats, j'ai dit que ce juge, on doit l'interpeller. Vous savez pourquoi? C'est quelqu'un qui dit à la face du monde qu'il est payé pour un travail, mais qu'au lieu de faire ce travail-là, il fait autre chose. Je vais vous expliquer. Celui-là dit... On n'a pas la parole. Non, pourrait revenir là-dessus. Vous avez parlé de justice instrumentalisée. C'est vous qui avez ouvert ça. Permettez, c'est juste un mot. Non, c'est juste un argument qu'ils avancent. Hein. Ce n'est pas seulement le cas de ce juge. Ce n'est pas seulement parti du cas de ce juge. Voilà, c'est le dernier cas qui fait peut-être soulever les choses. On aura d'autres occasions pour revenir sur les propos du juge. Alors maintenant, par rapport donc à cette campagne, vous avez observé quand même que... Voilà, j'ai observé deux grands camps pour la campagne. Un camp où c'est l'union sacrée, tous les acteurs, tous les groupes politiques, tous les groupes sociaux, culturels réunis dans ce camp sont en campagne dans une liesse populaire, c'est la fête. Hein, au niveau de ce groupe, il y a une union sacrée au sein de ce groupe. C'est le groupe qui porte évidemment le duo du candidat sortant, du président sortant, qui est candidat à sa propre succession. C'est ce groupe-là qui est le premier groupe. Un groupe qui organise la fête, où c'est la liesse populaire, partout ce groupe passe. C'est ce que j'ai examiné en tout cas. Je ne sais pas si vous avez constaté autre chose. Un autre groupe, un autre camp, où je vois d'autres acteurs, les deux autres duos, où c'est la désunion qui les a portés. Oui, le groupe le duo qui représente les démocrates, et le duo qui représente la FCBE. C'est maintenant la dynamique RLC. Ah, okay, non, c'est ce que nous disons, mais la réalité, c'est ce que je dis. C'est ce que tout le monde observe. C'est dans le discours qu'on veut manipuler nos idées, qu'on veut manipuler nos esprits. Je vois ce camp-là, l'autre camp du groupe des démocrates. Permettez que je continue comme ça. Non, allons-y avec la dynamique RLC. C'est ça qui est officiel maintenant. D'accord. Du groupe qui porte le candidat et le duo Kokwe et Irénée Agossa et le groupe FCBE. Évidemment, là, vous n'avez pas refusé. Le groupe FCBE. Là, c'est autour de la division, de la désunion, de la malcompréhension que ces duos-là ont été constitués.
Du coup, l'union sacrée qui devait se faire autour de ces duos pour que la fête soit dans les camps là aussi, dans les groupes là aussi, sur le territoire, on n'a pas ça. Pendant que ces duos sont en train de construire pour la fête dans leur camp, ceux du même camp sont en train de détruire ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. C'est pour ça qu'on ne sent pas la fête au niveau de ces groupes-là. Ça, c'est mon observation. Donc la fête... Le voit au duo de l'unité, c'est ce que vous voulez dire. Au fait, c'est l'union qui fait la force. Lorsque les autres s'unissent et lorsque vous combattez, ceux qui s'unissent là sont forcément forts. Hein? Si les saints doigts d'une main se mettent ensemble pour travailler, pendant que les autres disent c'est individuellement qu'ils vont faire les choses là, et quel résultat vous aurez? Ceux qui sont unis auront forcément le gain final. C'est ça, c'est ce que je pense. D'accord. Et puis maintenant, à propos donc, du scrutin du dimanche prochain, en matière de participation, ça a été l'un des soucis également du chef de l'État candidat qui demande pourquoi pas au peuple sorti quand on sait que les dernières élections, il y a eu un taux un peu faible, surtout les législatives de 2019. Oui, et pour les dernières élections, les législatives de 2019, les populations ont eu peur. Hein? Si les populations ne sont pas sorties, c'est parce qu'elles avaient eu peur. C'est la même chose. Le même risque de non, je ne crois pas. Dans ce contexte... Non. Vous verrez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Et c'est parce que ces acteurs-là ont peur d'une forte participation des populations à ces élections que ces acteurs ont commencé par soulever certains jeux pour faire peur aux populations. Vous serez surpris. Les Béninois vont sortir pour le vote là. Ceux qui n'étaient pas sortis, c'est parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui, tout le peuple est prêt, debout, pour porter le pays. C'est le pays qu'on veut porter, c'est le pays qu'on veut construire. Ce n'est pas un individu qu'on veut porter et c'est les bonnes idées qu'on veut porter. On a vu, excusez-moi, je dis, j'examine mon pays. Je suis ahuri de remarquer que sur plus de 50 ans, nous avons payé de l'énergie ailleurs, chez nos voisins. L'énergie, qui est une ressource capitale pour construire une nation. Nous avons acheté ça. Nous avons même supplié les gens pour nous vendre ça. Pour 50 ans. Et j'ai vu des dirigeants se succéder à la tête de notre pays qui se sont battus pour construire, pour faire le peu qu'ils ont pu faire. Et nous les avons remerciés, nous les avons félicités. Mais l'énergie est une priorité. Aujourd'hui, je remarque juste, mais on peut se bomber le torse. Le Bénin ne va plus quémander, ne va plus supplier les gens pour acheter de l'énergie. Simple. Ce simple élément, pour moi, est une fierté. Et je vais demander, vous croyez que les pays qui nous entourent, qui voient tout ce que nous avons aujourd'hui comme développement, vous croyez que les responsables de ces pays-là vont nous laisser tranquilles? Ils vont vouloir nous détruire. Parce qu'ils savent que... Oui, il y a un risque. Non. C'est l'avantage de la sous-région. C'est faux. Ce n'est pas... C'est ça normalement. Mais pour les dirigeants au pouvoir dans ces pays, ce n'est pas ça. Hein. Non, puisque leurs peuples vont leur demander des comptes. Mais à côté, on voit comment les gens font. Mais c'est des gens qui n'ont pas de ressources minières particulières. Mais le pays se développe, le pays se construit. Eux aussi, ils ont intérêt à nous détruire, ils ont intérêt à manipuler notre peuple pour qu'il y ait du soulèvement. Et nous devons réfléchir, faire attention à tout ça. Voilà, moi, c'est ce que j'observe, c'est ce que mon raisonnement me dit. C'est ça. Ceux qui nous entourent aussi ne veulent pas nous voir nous développer parce que les dirigeants de ces pays qui nous entourent savent que notre développement risque de leur créer des problèmes auprès de leurs citoyens. Ils ont intérêt à manipuler notre peuple contre nous. D'accord, merci voilà. M. Guédou. Alors, un mot à l'endroit du peuple pour le dimanche prochain. Quel message vous avez à l'endroit du peuple pour dimanche prochain? Le message que j'ai à l'endroit du peuple, c'est de l'appeler à étonner encore le monde. Le Bénin est particulier. Les gens reconnaissent que le Bénin est un pays vraiment particulier. On nous a vu au temps fort du président Kérékou dans ce pays. Personne ne s'attendait à voir le Bénin se relever comme on s'est relevé.
On est en train de nous observer, de nous examiner. J'appelle le peuple à la vigilance, le peuple au pardon, à la patience. Et massivement, sortons le dimanche pour retourner le monde. Et retenons que le combat politique, ce n'est pas pour détruire sa nation, c'est pour construire sa nation. C'est mon élément à l'endroit du peuple. Merci à vous, Monsieur Fortuné Raoul Guidou, deuxième vice-président du réseau des ambassadeurs du Bénin, révélé enseignant des lycées techniques agricoles, acteur de développement local et puis membre du comité exécutif de la Fédération béninoise du handball. Sur ce plateau, vous avez parlé politique. En résumé, simplement vous invitez donc les acteurs politiques de l'opposition à ne pas détruire le pays. Vous avez invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation. Invitez également le peuple à sortir massivement dimanche prochain pour aller voter pour vous. Le bilan, bien sûr, du président sortant est assez positif et satisfaisant. De quoi susciter, pourquoi pas, de la jalousie un peu partout. Vous demandez une union sacrée autour, donc, bien sûr, de ce président-là, pour conserver les union sacrée autour de la nation, pour conserver les acquis, et pourquoi pas, selon vous, laissez donc donner encore cette caution, cette bénédiction pour un second mandat. Je ne me trompe pas. Le peuple va décider. Merci beaucoup, Monsieur Guidou. Merci pour donc cet entretien, ce plateau. Mais vous avez dit ce que je pense. Merci bien à vous et puis bonne journée.